ben ça commence bien. Merci infiniment François Boulot et Jérôme Rodriguez d'avoir répondu favorablement à cette invitation. C'est franchement un honneur très fort de pouvoir compter sur votre présence, votre amitié. Jérôme, tu as eu des paroles très aimables à mon endroit et du coup à l'endroit des Insoumis. Et tu peux pas savoir à quel point il y a une très forte admiration pour ce que vous représentez, ce que vous avez réalisé. Il y a ici des gens qui, pour la plupart, militent depuis très longtemps, mais le rétablissement d'une dignité militante, d'une dignité citoyenne, humaine, telle que vous l'avez conquise dans ce mouvement, je pense que vous avez ébranlé profondément chacun d'entre nous ici, et ton courage, Jérôme, après que tu aies été mutilé, je pense qu'on aurait été nombreux ici à rentrer à la maison et laisser les autres devant. Et toi, tu as continué, tu es retourné, tu fais preuve d'un courage physique, moral, qui vraiment est bouleversant. Et le pire, c'est que l'État qui t'a mutilé, au lieu de te demander pardon, continue de te harceler. Ce qui t'a été fait cet été avec un commissariat qui annonce à la presse un matin que tu es en garde à vue parce que tu aurais été l'auteur de violences conjugales est une honte. Et vraiment, tu peux compter, et François Boulot, vous pouvez compter ici sur notre soutien. Voilà, on ne laissera rien faire à Jérôme Rodriguez, à François Boulot, à tous les gilets jaunes. Cette revendication de référendum d'initiative citoyenne qui résonnait avec cette fonction, cette vocation historique que s'était donnée la France insoumise, qui était d'abolir la monarchie présidentielle, convoquer une constituante, rédiger la 6e République, néanmoins a beaucoup inquiété dans la société. Et je sors à l'instant d'un débat très intéressant avec le sociologue historien Rémi Lefebvre et Lini Benbara. Et par exemple, Rémi Lefebvre dit c'est inquiétant cette revendication de référendum parce qu'elle tend à abolir totalement l'idée de représentation. Et donc, il y a quelque chose de nihiliste dans le fait de demander le référendum et de ne pas vouloir être représenté. Et du coup, moi, je me suis dit, il faut qu'on puisse avancer dans cette discussion, pas sans pression, sans se critiquer, gentiment entrer dans quelque chose de plus prospectif. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que pendant le mouvement des Gilets jaunes, il a manqué les intellectuels, une élite intellectuelle de l'université, par exemple, ou des auteurs, qui se mettent à dire, puisque les Gilets jaunes disent qu'il y a un problème de démocratie, commençons à rédiger ce que pourrait être une nouvelle constitution. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la démocratie horizontale en 2020 avec les outils numériques? Qu'est-ce qu'on veut, en fait, concrètement? Si on avait la plume pour changer la Constitution, on mettrait quoi dedans? Et j'aurais trouvé utile que des intellectuels, des juristes, des historiens, peu importe, se mettent au travail. Ça n'a pas été le cas. Et je constate que si ce travail n'est pas fait directement par nous, personne ne le fera. Donc je vous propose d'écouter d'abord mon confrère, porte-parole du rond-point et des ronds-points de Rouen, François Boulot. Et ensuite, Jérôme, je te céderai la parole pour la continuité de la discussion. Et ensuite, on aura une conversation avec la salle, parce que l'idée, c'est vraiment, j'ose pas utiliser le mot de brainstorming, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre que j'aimerais pouvoir coaguler cet après-midi en votre présence. Donc moi, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin, donc par la conclusion. Et la conclusion, c'est que qu'on parle de RIC ou de 6e République, on est en fait en train de parler de démocratie, de vraie démocratie, et donc de souveraineté du peuple. C'est ça qui, en fait, fait consensus de toute façon. Donc il n'y a même pas besoin de grandes déclarations, de débats, etc. Ça, c'est ce qu'on souhaite avoir demain. Pourquoi? Parce que, effectivement, le constat aujourd'hui, c'est qu'évidemment, la démocratie,
et c'est un euphémisme, elle est en panne. On a eu 50% encore d'abstention quasiment aux européennes. On avait eu 50% d'abstention aux législatives. Aujourd'hui, on a un président de la République qui croit gouverner avec une majorité quand il représente 10% du corps électoral. Et donc, évidemment, ce qui n'arrive plus à s'exprimer dans les institutions finit, aboutit, quand vous gouvernez de la manière dont Emmanuel Macron gouverne, mais à ce que la colère s'exprime dans la rue. Et c'est ce qui s'est produit avec le mouvement des Gilets jaunes, où la revendication du référendum d'initiative citoyenne, elle est née au bout d'une quinzaine de jours sur les ronds-points. Il est clair qu'on est passé la taxe sur le carburant à, au bout de 2-3 jours, la répartition des richesses, équitable, le pouvoir d'achat. Et puis au bout d'une quinzaine de jours, il y a eu l'apparition, l'émergence du référendum d'initiative citoyenne. Donc il va nous falloir effectivement des mécanismes d'intervention directe du peuple dans la démocratie qui s'imposent à nos gouvernants. Donc le référendum d'initiative citoyenne, tout le monde a compris qu'il y avait les 4 référendums constitutionnels, abrogatoires, législatifs et révocatoires. Et tout le monde a compris aussi que les élites, elles veulent pas du tout nous donner le référendum d'initiative citoyenne. Alors comment faire? Ils nous le donneront pas. Ça, c'est clair. Alors, il faut essayer de convaincre les gens. Il faut essayer d'éveiller les consciences. Essayer de faire en sorte qu'il y ait, demain, une force politique qui gagne les élections, qui prenne le pouvoir. Bon. Et pour ça, c'est là peut-être qu'on en vient au point de divergence, 5e ou 6e République. Il faut partir d'un constat simple. L'âge moyen du corps électoral français, il est de 55 ans. Hein? C'est quand même pas globalement, on n'est pas un peuple révolutionnaire là en l'état. Hein. Bon, on a quand même globalement des conservateurs, des gens qui ont de l'épargne pour les classes moyennes supérieures et qui n'ont pas trop envie de bouleversement. Ensuite, vous avez une tradition attachée au pays qui effectivement a une culture, une histoire monarchique, une culture monarchique et qui, je pense, en majorité, aime l'idée que la nation s'incarne dans un homme. Et donc, la 5e est adaptée à ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que il faut s'affranchir, en fait, de 5e ou 6e République. Le RIC, a priori, les sondages donnent pour 75 à 80% de soutien au référendum d'initiative citoyenne. Donc, ne nous prenons pas la tête sur est-ce qu'on garde la 5e ou est-ce qu'on passe en 6e. Si demain, il y a le RIC, on a changé de régime. C'est fini. Si demain on a le référendum révocatoire, Macron il est déjà dehors depuis longtemps. Et nos problèmes on a déjà commencé à résoudre le problème. Alors que là on est bloqué, on attend 2022, on a tous très peur parce que on nous prépare un nouvel affrontement entre Macron et Le Pen, et on se dit non mais c'est pas possible, il va pas repasser en 2022, ça veut dire qu'il faut encore qu'on se le coltine pendant 7 ou 8 ans. Bon, moi ça m'enchante pas. Mais vous voyez, demain, en 5e République, avec un référendum d'initiative citoyenne, il est déjà parti, Macron. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut peut-être parfois les slogans, c'est bien parce que ça permet d'être identifié, d'être clair dans l'opinion publique, mais il ne faut pas qu'ils fassent peur. Et je crois que quand on a une critique radicale du système, du néolibéralisme et de la répartition des richesses, il faut aussi avoir des éléments qui rassurent. Et un changement de république, une assemblée constituante, etc., ça fait très peur. Bon, en vrai, le référendum d'initiative citoyenne, qu'on soit clair, à partir du moment où vous commencez à la réflexion sur le sujet, c'est une constituante en fait. Parce qu'il faut débattre de tous les sujets. C'est-à-dire que dès que vous commencez à réfléchir sur le référendum, vous vous dites, bon, les signatures, les machins, comment on va les collecter, etc. Puis après, tout de suite vient, oui mais attends, on fait comment pour le traitement médiatique ? Parce qu'il est évident que pendant tout le temps le référendum va être organisé, les médias, l'élite fera tout pour faire voter le peuple contre ses intérêts. C'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Donc vous voyez que de toute façon, le point d'entrée du référendum d'initiative citoyenne impliquera de toute façon une réflexion sur l'ensemble du fonctionnement de nos institutions et, le plus important, comment le peuple pourra effectivement exercer un pouvoir et ne pas se cantonner à être consulté, et encore le mot est grand, une fois tous les 5 ans aux élections présidentielles. Je dis bien consulté parce que on a des candidats qui sont présélectionnés, qu'on n'a pas forcément choisis, et puis de toute façon, une fois qu'ils sont sélectionnés, on voit comment ça se passe. On a tous vu que Macron avait bénéficié d'un tout
petit vent dans le dos médiatique, hein, qui l'avait un petit peu aidé à arriver au pouvoir. Alors après, il y a la question effectivement que tu posais, démocratie directe, démocratie représentative. Bon, très franchement, je pense que dans un pays de 66 millions d'habitants, on va pas faire la démocratie directe absolue. Je peux faire un sondage, mais a priori, je pense pas que dans la salle, il y ait beaucoup de gens qui soient intéressés à se prononcer sur les règles du code de l'urbanisme, à savoir si la clôture du voisin elle doit être à 1 mètre ou 2 mètres, si le trottoir, bon, vous voyez ce que je veux dire, les délais de procédure, etc. Je crois que tout le monde s'en moque en fait de ça. Et en pratique, il faut des représentants. Bon. Maintenant, il faut un équilibre en fait. Il faut une démocratie représentative avec la possibilité pour le peuple, via le référendum, et quand je dis via le référendum, c'est que le peuple puisse déclencher par lui-même et par lui seul un référendum. Parce qu'en l'état, on a le référendum d'initiative partagée, mais qui dépend quand même d'un quota du nombre d'élus pour pouvoir le déclencher. Donc voilà, à mon avis, la direction qu'il faut prendre, c'est une démocratie, on va dire, semi-représentative ou semi-directe, et avec demain des représentants à qui on ne donnera plus un blanc-seing. On leur dira, on vous fait confiance, on vote pour vous, mais attention, maintenant on a le référendum révocatoire. Donc si vous reniez vos promesses ou si manifestement vous manquez à l'intérêt général, on aura la possibilité de vous révoquer. Et ça change totalement le paradigme par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'il y aura un gros travail à faire sur les élections, parce que en l'état, en plus, j'entends beaucoup, mais c'est la démocratie, il y a des élections. Bah, écoutez, je crois pas que la démocratie se limite aux élections. Il y a déjà les conditions d'élection en elles-mêmes. Il y a une proposition que j'avais entendue sur un plateau de Julia Cagé qui me semble tellement évidente, je sais même pas pourquoi c'est pas beaucoup plus débattu, sur le financement des partis politiques. En l'état, aujourd'hui, c'est les riches, hein, cherchez pas, qui globalement financent les partis politiques. Ils ont en plus un crédit d'impôt, donc ils peuvent financer. Aux 3/4, c'est la collectivité qui va financer les partis. Et ils peuvent se le permettre parce que eux, ils ont la trésorerie évidemment pour le faire, pour faire l'avance. Bon, Julia Cagé, elle propose qu'il y ait une somme qui soit allouée à chaque citoyen tous les ans, la même pour tout le monde, et vous décidez de subventionner tel ou tel parti politique. Vous pouvez même en subventionner plusieurs si vous voulez. Et de cette manière, on s'assure que les partis politiques seront financés de manière totalement égalitaire par chacun des citoyens, qui décidera en son âme et conscience quel est le parti politique qui représente le mieux ses intérêts et ses aspirations. On est dans la religion des fidèles avec l'Union européenne. Et ce dogme-là, il faut véritablement le briser, et en partant du principe que tant que nous serons soumis à ces règles de l'Union européenne, nous ne pourrons pas mener une autre politique économique, parce que de fait, l'État s'est vu privé de ces éléments élémentaires de souveraineté, donc vous n'êtes même plus en démocratie représentative. C'est pour ça que quoi qu'on vote, Macron, Sarkozy, Hollande, vu qu'ils se soumettent aux injonctions de l'Union européenne, bah c'est toujours la même chose, hein. On a toujours le néolibéralisme, on a toujours les privatisations, on a toujours la baisse des dépenses publiques, on a toujours l'augmentation des impôts pour la classe moyenne et on a toujours plus de cadeaux pour les très riches. Donc vous ne changerez pas de paradigme tant qu'on sera dans les traités. Je me permets de le dire de manière radicale parce que je sais qu'il peut y avoir quelques discussions parfois sur le sujet avec le plan A, plan B dont on dit qu'il aurait pu changer, etc. Bon, moi je me préoccupe pas de ces questions. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut travailler de manière très simple à faire comprendre à son voisin, à ses parents, à ses amis, que l'Union européenne en l'état nous prive de toute possibilité d'une alternative politique. Et enfin, et c'est ma conclusion d'ouverture, c'est une vraie conclusion cette fois, il y a véritablement, on parle de démocratie, et en fait on voit bien que les élites se crispent. Tout est fait depuis des années pour éloigner les gens de la politique, au moins au pire créer de la résignation pour que les gens ne s'y intéressent pas, et alors que là, Internet commençait à produire des résultats, je pense que le mouvement des Gilets jaunes est en partie la résultante des débats, des émissions qu'il y a pu avoir sur Internet, où on entendait enfin autre chose, où on avait une critique du néolibéralisme, eh bien, ils essayent évidemment de mettre la main dessus. Donc, en fait, ça ne va aller qu'en s'empirant.
Et tant que le peuple n'aura pas réussi d'une manière ou d'une autre à reprendre le pouvoir et à dégager ces escrocs, eh bien le risque est très grand que demain, dans un avenir proche, on puisse basculer dans le totalitarisme. Et alors là, on sera même plus dans une démocrature. Là, on sera véritablement dans un régime ultra autoritaire. Et là, ça sera fini, définitivement. Enfin, c'est jamais définitif dans l'histoire, mais bon, on pourrait se prendre une période de 20, 30, 40 ans, véritablement avec une réduction des libertés qui sera extrêmement importante. Donc, voilà, je conclus sur ce petit message d'espoir. Merci François. François évoque l'issue terrible, la dérive autoritaire, voilà, l'abolition des libertés publiques. Est-ce que néanmoins, ce mouvement des Gilets jaunes, sa force, son intelligence, sa détermination, est-ce qu'elle peut pas, malgré tout, ouvrir la voie à une issue démocratique, puisque là, on est d'accord, on est plutôt en sous-démocratie. Le régime dans lequel nous vivons actuellement n'arrive pas tout à fait au standard de ce qu'on peut appeler quelque chose de démocratique. Mais du coup, est-ce que c'est possible de revivre quelque chose qui soit de l'ordre, voilà, des standards démocratiques acceptables? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et comment y arriver, Jérôme Rodriguez? Comment y arriver? Excusez-moi, alors je ne sais pas si vous étiez dans l'autre assemblée, mais j'ai peu de voix, et moi j'aime bien me mettre debout. Vous avez vu le premier de la classe? Conclusion, T'es un champion, mec. Moi je suis le mec du radiateur. Moi je suis le mec qui lui piquait son goûter. Normal, moi j'ai redoublé quelques fois, mais j'étais devant toi. Voilà, je peux pas être. C'est pour ça que j'aime bien François. On en a déjà discuté. C'est que moi, je marche au feeling, je balance mon verbe. Lui, c'est toujours très construit et j'apprécie entendre François parce que j'apprends beaucoup de lui et il est très complémentaire des fois face à ma parole. Donc, je le kiffe ce mec. Vous pouvez l'applaudir. Alors tout ça, toutes ces idées de démocratie. Moi, on me les a apprises à l'école. Voilà, j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Bosquillon, un grand dadais chevelu, et il nous dispensait à la fois de l'histoire géo et des cours d'éducation civique. Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui à l'école. Je ne sais pas si les gamins au collège ont accès à ce genre de cours. Et si je me réfère à ce que j'ai appris, parce que même du fond du radiateur, il m'arrivait d'écouter. Mais écoute, Jérôme, le jour où tu seras pas content, tu auras le droit de l'ouvrir. D'accord? Parce que tu es dans un pays où il y a des préceptes républicains, laïques, on a une constitution, des gens se sont battus pour qu'on puisse avoir le droit à la parole. Donc, si un jour il y a quelque chose qui va pas, tu es dans le bon pays pour pouvoir le notifier et le signifier. Tout à l'heure, tu disais, les Gilets jaunes vont vers une ouverture démocratique. C'est grave de dire ça. Parce que normalement, on est dans une démocratie. Qu'est-ce qu'on a à ouvrir? D'accord? On s'est aperçu de quoi? Qu'aujourd'hui, à défaut d'être dans une démocratie, comme je disais tout à l'heure, je me regarde dans le miroir et on est sur de l'autoritarisme, plein pied. D'accord? Certains députés en ont peur, peut-être à eux d'agir. Moi, il m'est venu une idée par rapport à tous ces cours d'éducation civique, c'est que j'ai été sur Internet et miraculeusement, si un jour vous avez la possibilité, les députés ou certains d'entre vous, de peut-être effectuer une cagnotte, il y a un livre qui s'appelle « L'éducation civique pour les nuls ». Allez les offrir aux mecs de LREM. Parce qu'on vit quand même dans un pays aujourd'hui où on a le droit de s'exprimer, normalement. Et à partir du moment où on le fait, on en connaît les résultats aujourd'hui. Ils sont flagrants depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, parce que l'impact est important, 11 000 arrestations, 30 mutilés, 2500 blessés. On en voit aujourd'hui la réalité flagrante de ce qui se passe depuis des années sur cette restriction de liberté, tout ce cumul de lois qui ne servent qu'à vous lobotomiser, à faire en sorte que vous n'ayez qu'une chose à faire, travailler,
consommer et vous taire. Moi, la représentativité, elle est la suivante. Et c'est des fois le paradoxe qu'on trouve chez les gilets jaunes. On veut pas de leader. Ah non, pas de leader. C'est fini les leaders, on n'en veut plus des leaders. Jérôme, on fait quoi samedi? Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui de redonner la parole au peuple, d'une certaine manière, qu'elle passe par le RIC ou pas. Je pense que pour gagner en démocratie, tous ceux qui veulent s'inscrire aujourd'hui dans de la politique, ça doit redevenir un sacerdoce et non pas un boulot. Parce qu'au final, ils vont voter de la démocratie que pour leur propre intérêt. Je pense que ces gens-là devraient être limités dans leur mandat. T'en fais un, t'en fais deux, et tu te casses. Voilà. Moi, cette démocratie, et je finirai là-dessus, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'au final, on est emprisonné dans des institutions françaises archaïques, de parce qu'est le monde aujourd'hui, qui va énormément vite. Ça va très très vite, le monde aujourd'hui. Et au final, on se retrouve avec des lois, une démocratie qui ne va pas aussi vite que le monde et qui va servir que les puissants. Donc il faut aujourd'hui, je pense, réadapter tout ça, vivre avec son temps, d'accord? Parce qu'au final, vous avez tous ces gens-là qui veulent nous apprendre, mais qui ne savent pas eux-mêmes. Parce que eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser le temps. Tout simplement. Moi, je vais finir sur un truc parce que j'avais envie de le dire. Pour peut-être revenir à la démocratie, il faut que ces personnes politiques aujourd'hui qui gèrent la France se réapproprient les gens, le peuple. Je vais mettre une cartouche à Mélenchon. La République, c'est nous. La République, c'est vous. Et qu'à un moment donné, alors c'est pas méchant, il était énervé, il était pas content, moi-même je dis d'énormes conneries quand je suis énervé, faut pas m'écouter, même quand je suis pas des fois. Mais ce qu'il voulait, c'est que sur ce genre de phrases, aujourd'hui vous avez une opinion publique qui vont se dire, mais c'est quoi ça? Et qui vont plus croire en politique, et qui vont plus croire en la démocratie. Parce que moi, si je dis la République c'est moi, je prends une cartouche. Hein. Donc, il faut que ces gens-là, hors sol, puissent récupérer le peuple, les écouter et emmener leurs paroles. Et là, peut-être qu'on aura une vraie démocratie, parce que c'est leur parole qui doit être emmenée à l'Assemblée. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, je me permets du coup de continuer la conversation autour de cette notion de leader et d'incarnation de la nation. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de la France insoumise, il y a un paradoxe. C'est que le mouvement, il postule l'abolition de la Ve République, mais pour pouvoir convoquer légalement et efficacement donc une constituante susceptible de rédiger de nouvelles règles, parce que là j'ai un petit hiatus avec toi François, c'est que je n'ai aucune confiance dans l'Assemblée nationale actuelle, même suivante, je veux dire compte tenu du mode de scrutin, pour qu'elle se auto-limite. L'Assemblée nationale actuelle va pas voter le droit de révoquer les députés entre les élections. Bon, donc il a fallu concevoir un mode de passage. Et le mode de passage, c'était d'utiliser un article de la Constitution de 1958, l'article 11, qui dit que le président a le droit de convoquer un référendum sur des questions d'organisation politique. Et en théorie, c'était pas censé être là pour changer la Constitution, puisque la Constitution prévoit dans son article 89 que c'est le Parlement qui a le droit de réviser la Constitution. Mais le général de Gaulle, il a utilisé cet article-là pour faire passer le suffrage universel, l'élection du président au suffrage universel. Et à ce moment-là, les juristes, les constitutionnalistes, ils se sont dit, mais c'est pas légal, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'était pas l'idée au départ. Ils ont posé la question au Conseil constitutionnel qui a dit, on s'en mêle pas, c'est pas notre rôle. Donc c'est passé crème. Et c'est cela qui permet au président de convoquer un référendum sur l'organisation des pouvoirs. À l'époque de l'invention de ce chemin vers la 6e République, nous avions dit, on va faire comme ça.
on va élire un type qui est d'accord pour abolir la Ve République. Et sur la base de l'article 11, générer un référendum qui va poser la question aux Français, est-ce que vous convoquez une constituante? Mais le problème, c'est que pour que ce gars-là soit élu, il fallait qu'il soit hyper fort dans le système concurrentiel d'une campagne présidentielle en France, qui est extrêmement personnalisée, extrêmement adversarielle, qui évidemment touche aussi aux liens charismatiques et personnels qu'il y a entre un candidat, une candidate et le peuple. Et effectivement, on l'a trouvé. Dans notre casting, finalement, on atterrit sur un gars, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Alors, merci pour lui. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe. C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Parce que on a besoin de cette figure très forte, mais à la fois, il faut que cette figure, elle soit crédible quand elle dit, mais en fait, ce que je vais faire, c'est de permettre au peuple directement de décider de son avenir. Donc là, il y a comme un paradoxe. Et du coup, voilà, je disais ça parce que je voulais te pousser dans tes retranchements, François. Je me dis, est-ce que sérieusement, tu penses qu'on peut obtenir le RIC, comme tu le dis, ou le droit de révoquer, dans le cadre de cette monarchie présidentielle? Et si oui, j'aimerais bien savoir comment. Mais non. Enfin, pardon, je dis mais non dans la rue. De toute façon, il va falloir que ça se manifeste. Pourquoi pas, hein, mais à mon avis, on est loin pour l'instant d'arriver à mobiliser des millions de gens, etc. Mais en fait, exactement par le moyen que tu viens de décrire, l'article 11. C'est-à-dire le référendum qui est déclenché par le président. Effectivement, le Conseil constitutionnel, c'est l'avantage qu'on a, parce que le Conseil constitutionnel, c'est pas non plus des foufous, les gars. Hein, vous voyez, ils sont quand même plutôt conservateurs aussi. Mais au moins, ils se sont un peu liés, effectivement, quand le général de Gaulle a fait passer le suffrage universel par référendum, parce qu'ils ont dit, on n'est pas compétent pour se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision qui émane directement du peuple. Donc, on peut effectivement tout faire passer par cet article 11. Et moi, je pense que plutôt que de poser la question, est-ce que vous voulez une assemblée constituante pour une 6e République? La question serait, voilà, est-ce que vous voulez le référendum d'initiative citoyenne? Et une fois que de toute façon on a le RIC, parce que je suis un peu retors parfois, en fait, quand vous avez le RIC, c'est l'assemblée constituante permanente, en fait. C'est-à-dire qu'à tout moment, si le RIC est aussi constitutionnel, vous pouvez modifier la Constitution. Alors évidemment, c'est toujours sous les conditions qui seraient fixées du référendum d'initiative citoyenne, d'un nombre de signatures minimum, etc. Mais en fait, on a la main après. Et pour l'avoir en préalable, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est par l'article 11 et donc le déclenchement du référendum par le président de la République. Et toi, François et Jérôme, je vous pose la question à tous les deux. Là, je vais un petit peu loin. J'aborde des choses qui n'ont même pas été abordées dans le programme de la France Insoumise. Donc, vous voyez, est-ce que dans cette délibération qui serait ouverte par un régime où le peuple a le droit de s'exprimer par référendum d'initiative citoyenne, où on a des nouvelles règles, est-ce qu'il faut encore un président de la République? Mais je ne crois pas qu'il faille se focaliser sur la fonction de la présidence. Je pense que ça correspond en plus vraiment à notre tradition, mais après on peut discuter, du périmètre des pouvoirs qui sont les siens, et surtout, réinstaurer, là pour moi en tout cas c'est non négociable, mais la possibilité de le mettre dehors par référendum s'il nous trahit, si on n'en veut plus. Moi je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut un président, mais il faut quelqu'un qui arrive à emmener, galvaniser. Parce que voilà, j'ai travaillé longtemps avec des équipes. De toute façon, une équipe est à l'image de son responsable. Et si on veut une équipe volontaire, il nous faut un responsable volontaire. Si on veut une équipe avec de la force, il nous faut quelqu'un qui emmène avec de la force. On a tous, quelque part, dans notre vie, un guide, un leader. Ça peut être notre père, ça peut être un ami, ça peut être un tonton, ça peut... Voilà, on a tous toujours quelqu'un qu'on doit aller. Mais voilà, le rejoindre là-dessus, rejoindre François... Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, tu fautes, tu dégages. Qu'il y ait peut-être un collège en dessous, je sais pas. Voilà. Mais voilà, ça reste un président. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ceux qui votent les lois, qui, eux, représentent directement le peuple, qui emmènent la voix du peuple, et qu'aujourd'hui ne votent pas pour le peuple. Le
président, à la rigueur, ça peut être une marionnette, puis celui qui lui a mis la main où il fallait pas, il s'appelle Rothschild, j'en sais rien, puis qui le manipule. D'accord? Mais les députés, nous, on a affaire à eux, ils sont beaucoup plus accessibles, allons leur mettre la pression. Tout en gardant l'urne, le pluralisme, la contradiction dans le verbe, en définitive, il y a une toute petite poignée de personnes qui gardent le pouvoir. La monarchie présidentielle, c'est ça. Et c'est quand même De Gaulle qui l'a conçu. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'une constitution n'a pas été rédigée avec une assemblée constituante, avec des débats, ne serait-ce qu'au niveau du Parlement. Parce que un débat, comment dire, moi je trouve pas que ce soit l'idéal, une constituante qui soit issue directement du Parlement. Mais c'est déjà mieux que 3 types proches de général de Gaulle qui rédigent une constitution qui donne tout le pouvoir à un seul homme et sans contrepartie. Alors, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est le cœur du blocage, c'est la révocation. Vous dites, tout est résolu, au fond, si la personne qui est responsable, on peut la révoquer. À la Révolution française, ça s'appelait le rappel. Vous pouvez rappeler le député. Moi, je trouve ça absolument fondamental. Parce que la marque de la Ve République, c'est l'impunité. C'est-à-dire, c'est je t'emmerde, je fais ce que je veux, je t'emmerde. C'est ça que disent les gouvernants. Bon. Donc, la marque, et ça rejaillit dans toute la classe politique. Le Code général des collectivités territoriales, et pour ceux qui s'intéressent aux municipales, doivent quand même voir ça. Ce Code général des collectivités territoriales fait du maire un dictateur. Il a tous les pouvoirs, pouvoir de police, il est ultra majoritaire au conseil municipal par mode de scrutin, etc. Et donc en fait, il y a une espèce de culture de l'impunité politique avec laquelle il faut absolument rompre. Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, j'en reviens à ma question très très pratique, c'est-à-dire comment on fait pour obtenir ce changement? Parce que l'alternative à tout ça, c'est quoi? C'est le blocage, c'est la violence. Si moi, comme citoyenne, j'ai pas de moyens pour passer, pour être souverain, je finis par casser le truc, par aller à l'Élysée, envoyer des flèches contre l'Élysée, peut-être des morts, que sais-je. Donc, on peut pas, à mon avis, se limiter à quelque chose de très incantatoire par rapport à ça. Il faut être quand même beaucoup plus prosaïque. Et c'est pour ça que je me permets d'insister sur cette bataille pour une constituante qui est pour moi quelque chose de l'ordre de la pacification. C'est pas le bordel, la constituante. C'est pas censé faire peur, François. C'est censé rassurer. C'est vous qui faites peur. Donc l'idée, c'est de dire, les gens, on nous fait peur avec les gilets jaunes, on nous fait peur avec la violence, on nous fait peur, etc. Et de dire, nous, on a une solution pacifique. On a une solution pacifique. C'est que on fait une assemblée constituante. Et cette constituante, on verra, est-ce qu'il y a encore un président, il n'y a pas de président. La constituante, elle travaillera, elle va délibérer, puis après, ses travaux, au bout d'1 an, elle va les soumettre à référendum. Et puis les Français diront s'ils sont d'accord ou pas, s'il faut revenir en format constituante, etc. Et puis on peut se poser la question de savoir qui sont les membres de cette constituante. Parce que, par exemple, nous, on avait mis dans le programme de la France Insoumise que les élus de la Ve République, ils avaient même pas le droit de candidater. Parce qu'il y a quand même toute une classe politique qui a été fonctionnelle au maintien de la Ve République, qui sont insérés dans la vie politique, qui ont des moyens, des usages, des habitudes d'intervention politique. Et si on leur dit, on met tout à zéro, et maintenant on fait une grande élection constituante, peut-être qu'on va se retrouver avec les mêmes. En même temps, moi, j'en veux pas. Parce que moi, il y a un truc qui me gêne. C'est que tu vas à l'Assemblée, les mecs, ils votent leur paye, ils votent leur retraite, ils votent leurs avantages. Moi, perso, tu me demandes de voter ma paye, vous me voyez pas, les gars, je suis pas gilet jaune. Je me fais en moins 1 million et puis je dégage. Exactement. C'est ça le truc. Mais exactement. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, comme tu dis, d'une constitution, un groupe qui, nous gérons les députés. On décide de leur paye, on décide de leurs avantages. Bon, on leur enlève pas les avantages. Ce n'est pas aux députés et aux sénateurs de décider combien il y a de députés et sénateurs. Macron dit il faut réduire d'1 tiers le nombre de parlementaires. Et ça donne l'impression d'épouser un discours un peu anti-parlementaire, anti-élu. Donc ça donne l'impression que le président dit aux Français « Ah, qu'est-ce qu'ils sont nuls ces députés, sénateurs, viens, on va en enlever 1 tiers ». Ça donne l'impression
de favoriser les aspirations du peuple. Mais pas du tout, puisque tout ce que ça fait, c'est de renforcer l'exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de Macron. Bon. Mais en même temps, nous, on va pas non plus aller faire des manifs pour défendre le nombre de députés. Mais en revanche, moi, je suis prête à faire une manif pour dire c'est pas à vous de décider. C'est pas à vous de décider, c'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Et peut-être que dans cette constituante, déjà, il y en a qui sont pas éligibles. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui soient tirés au sort. Ouais, parce que moi, ce qui m'inquiète, et je le vois chez les Gilets jaunes, le français est râleur. Non, je déconne. Ça fait 7 mois que le français n'est plus râleur. D'accord? Il est... ah putain, j'avais le mot. Non, enfin, il est plein de convictions. Il ne râle plus. Un mec qui râle, c'est le mec qui râle devant sa télé. Aujourd'hui, on ne râle plus parce qu'on est dehors. Tu vois, des contestataires, voilà, putain. Voilà, le français n'est plus râleur aujourd'hui. Il conteste. Et c'est la différence, parce que tu es devant ta télé, tu râles, ouais, c'est quoi cette merde? Hop, tu manges ton beefsteak, c'est fini. Le contestataire, oh, c'est quoi cette merde? On va essayer de faire autrement. Et j'apporte une idée. Et ça déjà, à défaut d'être une révolution, c'est une évolution. Et merci à vous, continuez de contester. Alors justement, c'est intéressant parce qu'il y a une tradition, notamment en France, dans le mouvement syndical ou le mouvement associatif, de se poser toujours... Je disais ça par rapport qui serait, je le vois avec les Gilets jaunes dans certaines assemblées, hein. Bah ouais, ça gueule, hein. Quand tu mets 400 personnes et que tu donnes la voix à 400 personnes, faut gérer, faut modérer. Et le français, et puis ça, c'est aussi le phénomène de 40 ans en arrière. Le français a besoin de se lâcher, a besoin de parler. Donc quand on a fait moi j'ai fait des assemblées, c'est costaud, hein. Ça envoie du pâté. Alors ouais, on tire au sort des gens et compagnie, mais il va falloir canaliser parce que sur des réunions comme ça, c'est très compliqué de se faire entendre et surtout de s'écouter. C'est surtout ça. Oui, alors sur cette histoire de tirage au sort, moi au départ, j'étais pas du tout convaincue. Tu vois, parce que je me dis, en fait, le problème de la vie politique française, c'est qu'il y a une bande d'irresponsables. Les gens organisent leur irresponsabilité au sens politique du terme. C'est-à-dire, ils se font élire sur un programme un peu flou, après lequel programme ils trahissent, et je me dis, en fait, la solution et la vertu, elle vient du fait que le programme est clair, et que s'il le respecte pas, je peux te révoquer. Donc, comment je fais entrer le tirage au sort là-dedans? Pour moi, c'était contre-intuitif parce que je me disais, par définition, je suis tiré au sort, j'ai pas de programme. Donc déjà, tu me révoques sur quelle base? Je t'ai rien promis. C'est l'ordinateur qui a décidé que je suis là. Donc je trouvais ça bizarre et difficile à manier. Mais on me dit, oui, mais Raquel, c'est la seule façon d'avoir une représentativité sociologique. Parce que si on fait vraiment une campagne où chacun vient avec un programme, fût-ce un programme constitutionnel, enfin même peut-être surtout un programme constitutionnel, il va y avoir sociologiquement certaines catégories sociales qui vont être plus représentées. Donc il faut pouvoir compenser ça par une dose de tirage au sort. Et on avait trouvé, donc moi ça m'a convaincue, franchement j'étais convaincue, et on avait inventé un système pour c'était dans le programme de l'Avenir en commun. On s'était dit, c'est pas nous. À l'état-major de la campagne, qui allons décider si c'est 0%, 100% de tirage au sort, enfin qui on est, nous, pour le définir a priori. Donc on s'était dit que pendant l'élection pour la constituante, il y allait avoir donc des bulletins par liste, donc le parti pour une monarchie, hein, Thierry Ardisson, le parti pour une dictature écologiste, parce que maintenant ça suffit, le système le plus facile, le plus rapide pour qu'on respecte l'urgence climatique, c'est la dictature. Et tu vas voir que ça va filer doux et là, on va sauver l'écosystème. Bon, et ainsi de suite. Et on s'est dit, on va mettre un bulletin, tirage au sort. Et du coup, ce bulletin-là, il va faire quoi? 1%, 100%, 2%, on ne sait pas. Mais c'est le nombre de personnes qui seront tirées au sort dans la constituante. C'était ça qu'on avait eu. Et ça permettait aussi d'alimenter dans la société cette idée de la prise du pouvoir. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le mouvement des Gilets jaunes et que j'ai trouvé très différent de ce que j'ai pu constater antérieurement dans le mouvement syndical ou associatif. Surtout en France, dans le mouvement syndical, c'est très marqué. Le mouvement syndical en France se vit comme un contre-pouvoir. Il veut pas mettre les mains dans le pouvoir. Il est contre-pouvoir. Donc, je manifeste, je conteste, mais je suis pas le pouvoir. Or,
moi je constate qu'aujourd'hui, la Ve République, son principal tour de force, c'est d'avoir expulsé les citoyens du pouvoir, en les dégoûtant. Tu regardes le nombre de gens qui sont pas inscrits, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent blanc, et c'est très sociologiquement marqué. C'est la classe ouvrière, les personnes les moins éduquées, les moins de diplômes, les chômeurs qui votent le moins. Donc en fait, il y a une expulsion de certaines personnes qui ont évidemment des intérêts particuliers, qui sont expulsées, et finalement, je me dis, on n'y arrivera jamais, si toutes ces personnes que je viens de décrire, elles se disent pas, je suis apte et légitime à prendre le pouvoir directement. Et ça, il me semblait que c'était fort dans ce que vous aviez fait, les Gilets jaunes, parce que d'abord, vous êtes allés direct à l'Élysée. Bon, ça, j'ai trouvé ça génial. Vraiment génial. Parce que ça prouve que vous avez très bien compris la logique institutionnelle dans laquelle nous vivons et où se situe le pouvoir. Donc, on vous balade pas, on vous dit pas non, il y a un bureau là-bas où il y a le pouvoir, il y a un bureau où il y a le pouvoir. Non, le pouvoir, il est là. Et vous avez trouvé des modes d'organisation qui mettaient en avant d'abord la fraternité et l'égale considération de toutes les personnes qui étaient là. Et l'idée qu'on est un corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste l'addition d'individus. C'est que il y a quelque chose de collectif, et c'est en tant que corps qu'on exerce un pouvoir, et on aspire à ce pouvoir politique. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et c'est pour ça que je pense que l'expérience, ce que vous avez réalisé, est aujourd'hui le truchement le plus réel et la prise la plus réelle qu'on a pour avancer désormais réellement pour la rédaction, hein, parce que je pense qu'il faut s'y mettre. Pour mettre ça en place, on a besoin de quoi? Pourquoi on le fait pas? On a besoin des institutions politiques, on a besoin que quelqu'un nous donne le droit de le faire. Ben non. Ben faisons-le alors. Ben oui. Voilà. Soyons responsables du pouvoir qu'on octroie aux autres, je pense. Alors justement, ça me permet, parce que c'était un point sur lequel je voulais venir. Bon, il faut faire effectivement son autocritique de la non-implication dans la vie citoyenne. Bon, moi, vous voyez, j'ai voté Sarkozy en 2007, j'avais voté oui en 2005 au traité. Donc autant vous dire que je venais de très loin. Et oui. Mais ce que je dis, à l'époque, j'étais dans le coma politique. Vous voyez, je m'en cache pas. Incidemment, j'en profite pour dire que ça montre que toutes les discussions sur le périmètre de la gauche, la cible et tout ça, confèrent l'autre discussion en cours là. Hein. C'est pas parce qu'un jour on a voté Sarkozy qu'on peut pas devenir chef gilet jaune. T'étais dans un coma politique, d'accord, mais l'ensemble des Français depuis 40 ans ont été mis dans un coma artificiel par les politiques. C'est exactement là où je voulais en venir en fait. C'est que tout le système est fait, éducatif, dans le traitement de l'information, pour que nous soyons des enfants. Et qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Et si d'aventure on aura envie de s'intéresser, on se résigne vite parce que c'est trop compliqué, etc. Puis on a les députés ou les représentants en tout cas qui nous parlent dans un charabia absolument incompréhensible. Et ça c'est important parce que c'est l'idée peut-être moi qui me fait peur dans l'Assemblée constituante en général, c'est que je pense que pour arriver à des éléments de démocratie directe, c'est quand même un processus. Et quand je dis ça, c'est que il y a deux arguments qui sont invoqués par ceux qui sont contre la démocratie directe. C'est l'éducation et l'information du peuple. Donc l'éducation de l'esprit critique, être capable d'avoir une grille d'analyse pour comprendre les informations qu'on me donne. Et puis ensuite, c'est d'avoir les bonnes informations. Et une information complète. Bon. Je pense que c'est à la fois en fait les deux problèmes. Et je pense qu'en fait, ce sont aussi les solutions en fait. Je veux dire par là que vous pouvez écrire la meilleure constitution au monde que vous voulez. Si vous êtes con, on vous la mettra à l'envers. C'est évident. La preuve, l'article 2, il vous dit bien que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est écrit. Bon, tout le monde se marre quand je dis ça, parce que tout le monde a bien compris que c'est plus du tout le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, ce qui fait l'effectivité du pouvoir au peuple, ça ne réside pas seulement dans la Constitution, dans l'écrit. C'est dans la tête que ça se passe. Si vous savez que vous êtes souverain, si vous avez l'esprit critique, si vous avez les informations et que vous êtes vigilant et que vous dénoncez quand il y a lieu de dénoncer, alors oui, là, vous exercez effectivement votre souveraineté.
Mais le texte en lui-même ne vous garantit pas vraiment grand-chose en réalité. Voilà. Ça fait 40 ans qu'on nous a empoisonné la tête avec le néolibéralisme, que le poison il a bien infusé les esprits. Hein. Je peux vous citer les 6-7 idées reçues qui sont indépassables et qui bloquent tout débat avant même d'avoir commencé. Hein. L'État est en faillite, la dette, nos enfants, blablabla, on peut pas imposer les riches comme les autres sinon ils partent, il faut flexibiliser le marché du travail parce que compétitivité, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, il y a plein de gens qui sont persuadés de ces idées-là et en fait, ça bloque totalement la réflexion. Et donc, le poison, il a vraiment infusé. Moi, en plus, je vais vous dire, j'ai un exemple parfait, c'est mon père, il est absolument génial parce que dans sa pratique, bon, il est à la retraite maintenant, mais dans sa pratique, global, enfin, c'était quelqu'un qui, il a été employeur, il faisait des prêts à taux zéro pour ses salariés quand ils étaient dans la merde. Vous voyez, je vous donne un exemple pour vous dire globalement que il était très soucieux de la justice. Bon, il est de toutes les idées reçues du néolibéralisme, il en est convaincu. Alors il m'écoute quand même maintenant, il me dit ah bon tu crois, etc. Bon, mais sinon de prime abord ah bah oui ça c'est vrai, la dette ça c'est un problème, hein. La dette on peut quand même rien faire contre. Bon, je veux dire c'est que vous avez des gens qui croient en ces idées parce qu'elles ont une force qu'il faut pas nier, c'est qu'elles fonctionnent à une échelle individuelle. Elles semblent être de bon sens, elles semblent être évidentes. Quand on vous dit il faut flexibiliser le marché du travail. Bah, pour un employeur, il se dit ah bah ouais, si je peux licencier comme je veux, bah oui, je vais plus embaucher. Bon, mais à l'échelle macroéconomique, ça marche pas du tout comme ça. En fait, ce qu'il voit pas, c'est que en fait, ce qui va le faire embaucher, c'est d'avoir de l'activité économique, c'est d'avoir un carnet de commandes qui est plus à 2 mois, mais qui a 1 an. Donc là, il va embaucher parce qu'il peut prévoir. Mais vous voyez, c'est la force de ces idées qui fonctionnent à l'échelle micro, mais pas à l'échelle macro. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, vous avez des esprits qui sont c'est le brouillard et on a tout fait pour que ça le soit et donc je pense il y a un énorme travail en fait de rééducation, d'élévation du niveau de conscience et je termine là-dessus simplement sur le traitement médiatique. Il y a eu un débat, je vous invite à aller le regarder parce que c'était quand même assez savoureux sur Interdit d'interdire entre Olivier Berruyer et Jean-Michel Apathy. C'est pour ça que c'est assez savoureux. Et à un moment donné, donc Jean-Michel Apathy, il dit mais non, mais attendez, moi je suis totalement libre dans ma parole, je dis ce que je veux, etc. Et Olivier Berruyer, il les fait remarquer, il fait oui, mais c'est marrant parce que tous les gens qui s'expriment comme vous sur les plateaux qui sont invités, ils pensent tous la même chose que vous. Pourquoi on n'invite pas les gens qui sont en désaccord, en fait? Vous voyez, donc le système produit ça. La pensée unique, c'est le néolibéralisme, et le néolibéralisme, parce que les gens, la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est beaucoup plus simple de l'appeler la dictature des ultra-riches. Au moins, là, ça porte très bien son nom. Alors, avant de passer la parole pour les dernières 25 minutes, je vais juste faire une petite remarque, François. Alors, c'est peut-être une question d'âge, je ne sais pas, mais tu sais, cette histoire d'éducation populaire et d'appropriation populaire des informations, en fait, il y a des périodes de calme, et puis il y a des périodes d'intensification de la curiosité. Et nous, ici, on a été nombreux à avoir vécu 2005, le référendum pour ou contre le traité constitutionnel européen, où tous les médias disaient il faut voter oui. Si tu votes pas oui, il va y avoir des déluges, des trucs, les criquets vont arriver, etc. Et on s'est organisé. Oh, les Français, c'était lumineux. C'est-à-dire qu'il y avait, on lisait la Constitution, on lisait les articles, on délibérait dans des structures de quartier, des structures de rue, des structures de village. Et il y a une question de fluidité de la discussion lorsqu'on sait qu'on va décider. Si on te pose une question et tu sais que tu dois décider, tu vas t'intéresser pour répondre à la question. Et c'est tout l'intérêt de convoquer la constituante par cette voie référendaire, de dire est-ce que tu es pour ou contre une constituante? Donc là, il faut que je réponde à cette question. Donc est-ce que je suis pour ou je sais pas, mais j'ai 3 ou 4 mois pour y répondre. Donc il faut une campagne. Ceux qui sont pour la constituante, ceux qui sont pas pour la constituante. Et après, si on gagne le oui, parce que je pense que le oui gagnerait, comme qui va à la constituante? Et là, c'est génialissime, c'est encore plus de délibération. Et donc, je trouve que là, il y a quelque chose d'une effervescence qui fait avancer les esprits
très rapidement, beaucoup plus rapidement que si on prend le pouvoir à TF1. Et finalement, ça ne nous empêche pas, par ailleurs, de prendre des dispositions dans cette effervescence constituante pour, au hasard, interdire les sondages d'opinion politique, libérer les médias des forces de l'argent, comme dit le Conseil national de la résistance. Pourquoi pas rendre le vote obligatoire? C'est une discussion. Parce que, alors c'est très polémique comme discussion, hein, je l'admets, mais quelque part, si on identifie que ceux qui sont exclus sont les pauvres, les chômeurs, enfin nous, quoi, et ben du coup, bah peut-être que si on est obligé de voter, ça peut aider. Mais alors après, la question va dire, mais quelle est la sanction? Si c'est pécuniaire, ça va pas. Parce que c'est la double peine. T'es pauvre et en plus tu te prends une amende. Et alors que le riche, lui, il peut ne pas voter et puis il a pas d'amende. Alors peut-être, moi à l'époque je m'étais dit, bah alors il faudrait que ce soit une sanction d'ordre comportemental. Et je me disais, si tu vas pas voter, eh ben t'es obligé d'aller participer au dépouillement. Un truc comme ça, quoi. Bref. Donc je me dis, dans une constituante, il y a toujours la possibilité de cette effervescence et de quelque chose d'une geste patriotique, parce qu'au fond, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que on est atomisé, on se fait la guerre à tous contre tous pour avoir des miettes, du boulot, des trucs, et on se dit, putain, tout ce que je veux, c'est que mes enfants, ils aient un micro-diplôme et qu'ils arrivent à être autonomes. Et on se dit, d'abord mes enfants plutôt que les enfants du voisin. Bon. Et on est tous comme ça. On se fait la guerre. Le système nous contraint dans un système où on se fait la guerre. Et en fait, du coup, la constituante, c'est ça. C'est aussi un geste d'amour patriotique. C'est-à-dire, j'accepte de faire peuple avec toi. J'accepte ton égale aptitude à me donner ton avis sur quelles doivent être nos règles communes. Et j'accepte que lorsque nous aurons tombé d'accord sur ces règles, je vais les respecter, quand bien même j'étais pas d'accord à la base avec quelques-uns de ces articles. J'accepte ça. Je voudrais juste dire que, en fait, il n'y a pas forcément une énorme divergence de fond, parce que je maintiens que moi, je préférerais que l'article 11 soit déclenché pour le RIC. Une fois qu'on a le RIC, 6 mois plus tard, on peut tout à fait déclencher un référendum pour décider d'une assemblée constituante par le RIC. Bon. Alors ça, pour le coup, alors là, je vais faire ma juriste relou. Mais le Conseil constitutionnel, mon cher confrère, le Conseil constitutionnel a dit en son temps que l'article 11 ne pouvait pas être utilisé pour apporter des modifications de fond à la Constitution. C'est-à-dire qu'on peut dire, est-ce que, parce qu'il y a la question, alors là je vais être très technique, mais c'est la différence entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. En fait, le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire l'idée de changer tel ou tel article, changer telle ou telle règle, la Constitution actuelle prévoit que ce pouvoir retombe sur les assemblées. Mais le pouvoir constituant originaire, celui de se créer un ordre constitutionnel nouveau, celui il appartient nécessairement au peuple. C'est bien pour ça que le RIC, il vient ajouter à la Constitution. On rajoute un article et on dit maintenant il y a un référendum qui peut être déclenché avec une signature, etc. D'accord, tous les deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, sur le fond, parce qu'effectivement, ça peut devenir peut-être ennuyeux, ce qui là nous fait diverger de manière très claire, c'est la stratégie politique, c'est-à-dire la recherche d'efficacité et d'efficience. Enfin, bien que toi, tu dis qu'il faut gagner la présidentielle. Ben oui. Là-dessus, on est plutôt d'accord. Évidemment. Pour l'avoir de manière institutionnelle, il va falloir qu'une force électorale qui prévoira soit une constituante, soit le RIC, mais doit gagner la présidentielle. Là vous avez... Ça marche ? Ouais. Ça va être chaud de se réunir à 400 dans une salle, ils sont 2. Sur la stratégie, hein, sur la stratégie. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour passer le micro ? S'il vous plaît. Non, mais non, ça va pas, non, viens, c'est toi. Alors... je veux intervenir sur cette histoire de constituante et sur quelque chose que j'ai entendu de nos 2 gilets jaunes qui, en fait, sont tombés d'accord, si j'ai bien compris, hein, sur le fait que, de toute façon, à un moment donné, il faut bien un leader, il faut bien quelqu'un qui nous représente.
Hein? Et comment ça? Et si vous l'avez dit ça? Vous l'avez dit tous les deux. Il m'énerve. Voilà, vous l'avez dit. Bon. Un leader. Moi, Attends, laisse Jérôme préciser alors. Qu'est-ce que tu as dit? Non, moi je veux pas de leader, je veux une figure parce que les gens se réfèrent à ça. Voilà. Qui est la figure de LFI aujourd'hui? Oui, c'est Mélenchon. Et pourquoi vous le suivez? Alors, moi, ce qui m'intéresse chez Mélenchon, principalement, je te le dis, c'est que c'est le gars qui dit le lendemain que vous m'avez élu, je lance la constituante et évidemment que je vais dégager puisque vous voudrez plus. Voilà. En fait, ce qui est intéressant chez Mélenchon, principalement, c'est que c'est un émancipateur. Ce qui m'intéresse dans la constituante et que je m'en régale d'avance et que j'espère bien pouvoir y participer, c'est que c'est un truc d'émancipation qui oblige, non seulement qui donne le droit de dire ce qu'on veut et d'en décider, mais qui nous en donne la responsabilité, qui nous y oblige. C'est-à-dire qu'on arrête d'être des enfants, parce que c'est quand même depuis le début de l'histoire de l'humanité qu'il y a eu les rois, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu Dieu, qu'il y a eu plein de trucs, et que même, j'ai toujours soutenu les Gilets jaunes depuis le départ, mais il y en a eu un à la télé à un moment donné qui m'a un petit peu fait beaucoup de peine, quoi. C'est quand je l'ai entendu dire, avec sa naïveté, avec son bon cœur, dire, oui, non, Macron, quand même, il est pas gentil, parce que quand même, il a une façon de traiter son peuple, parce que c'est quand même le père de la nation. Je me suis dit, ah non mais c'est grave là. Parce que s'il en est encore à penser celui-là, que qu'on élit, on l'élit pour être notre père, mais non, il faut qu'on arrête. Il faut que l'humain s'émancipe. Il faut qu'en fait, on devienne adulte. Et donc, on n'a pas besoin d'idole. On n'a pas besoin qu'on ait besoin d'un porte-parole. Mélenchon, c'est un porte-parole. Alors là, je te rejoins. Voilà. Mélenchon, c'est un porte-parole et qui porte très bien la parole. Et c'est pour ça que je continue à le revendiquer. Il est honnête et il porte très bien la parole, mais il n'a fait que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous laisse tranquille là et qu'il s'est carrément barré voir son copain Lula et faire les démonstrations que ça y est, on est grand, on peut y aller. Tu vois? Et en plus, la constituante, elle va nous obliger, la constituante, elle va obliger les gens à réfléchir et à se rendre compte qu'ils sont capables de réfléchir. Et c'est ça qui est bandant, qui est excitant, c'est que enfin, on va devenir des hommes, enfin on va devenir des adultes. Il faut l'écrire, ne serait-ce que pour se donner le mal de l'écrire. Et qu'après on pourra plus dire, on a le droit, et en plus on a même le droit de faire des conneries. Mais il faut qu'on en soit responsable. Tu vois? Il faut qu'on puisse en prendre à nous-mêmes si on a écrit une connerie. Voilà. Et c'est pour ça que je suis une insoumise. Je suis tellement insoumise, mais je le suis depuis toute petite insoumise. Mais je le suis parce que je veux prendre mes responsabilités et avoir le droit de faire mes conneries. Voilà. Martine, fais gaffe au pantalon. Je te réponds. Je te rejoins. Quoi qu'il arrive, ça reste un porte-parole, mais les gens s'identifient, l'écoutent, vont adouber ou pas, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Moi, je veux pas de leader, je veux pas un mec qui ait tous les pouvoirs, qui décide et qui nous fracasse. Je suis le premier en manifestation Gilets jaunes de reprendre ton terme. On est responsable de nous-mêmes, d'accord? Et soyons responsables des uns des autres. C'est tout. Donc je te rejoins. Moi, je veux être responsable de moi-même. Oui, je fais une connerie, je paye, ou j'apprends de ma connerie, parce que c'est bien d'en faire pour pouvoir apprendre, et Dieu sait que j'apprends depuis 7 mois, d'accord? Mais, moi, je te rejoins. Je dis pas je veux. De toute façon, moi, je peux pas dire je veux, parce que je fais partie d'un mouvement. J'essaie de remonter la voie. Après, de temps en temps, j'essaie d'y placer mon idée pour aussi faire évoluer la chose. Mais pas de leader, plus de chef. Le pouvoir, c'est ce que j'ai dit, c'est nous. Sachons le redonner aux bonnes personnes qui vont nous emmener comme Mélenchon a su t'emmener dans ton idéologie. C'est tout. Et juste pour compléter, Assemblée constituante ou RIC, au final, à part la bannière de l'étiquette,
ça impliquera les mêmes effets, hein, le RIC. Hein. Responsabiliser les gens, donner un vrai pouvoir et donc les faire prendre conscience qu'ils sont souverains par eux-mêmes, etc. Vous voyez, c'est juste l'Assemblée constituante, c'est vraiment bon, allez, on met la 5e à la poubelle et puis on remet tout à plat. Le RIC, c'est bon, en attendant, on garde la 5e, mais on va se donner le pouvoir de tout revoir dans la 5e si on veut. C'est juste une question d'approche de est-ce qu'on balaye tout d'un coup? Non mais exactement, c'est ce que je veux dire. C'est pas l'un contre l'autre, c'est juste une question d'approche, mais au final, ça produit exactement le même résultat. On a donné le pouvoir aux gens directement. Et donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Le plus simple pour responsabiliser les gens, c'est de leur donner le pouvoir. Tant qu'ils l'ont pas, ils vont gueuler, se dire oh mais etc. Au moment où on leur donne, là, ils vont se dire ah, attention, là j'ai le pouvoir, faut pas que je fasse de bêtises. Donc ils vont s'intéresser, ils vont se cultiver, etc., etc. Donc on est plutôt d'accord. Je suis d'Albi, je m'appelle Nicolas. Et donc ma question, elle s'adresse à vous, Rachel, parce qu'en fait, vous êtes pour la constituante. Mais la question qui est là, c'est de savoir comment on constitue cette constituante. Quels sont les droits qu'on lui donne? Quels sont les devoirs qu'on lui donne? Et là, pour l'instant, on n'a aucun texte réel qui dit tout ce chantier. Parce que quand on va arriver en 2022, il faudrait que ce texte soit déjà écrit pour pouvoir ensuite le proposer par le référendum sur l'article 11. Alors, je vais répondre très brièvement. La question de la pré-rédaction d'une constitution déjà toute bien enrobée, c'est quelque chose qui avait déjà été fait. Par exemple, Arnaud Montebourg, il avait écrit en son temps un bouquin sur la 6e République où lui, l'avocat qui est intelligent, avait déjà tout écrit. Et ça, c'est peut-être très efficace sur le fond, peut-être qu'il avait des bonnes idées dans son contenu qu'il proposait, mais c'est profondément contraire à l'idée d'une appropriation collective du pouvoir. Donc, il fallait, à mon avis, il faut, comment dire, faire un peu les deux. C'est-à-dire, il faut à la fois dire que c'est l'Assemblée constituante qui est souveraine et le référendum postérieur à la constituante, en définitive, qui est souverain, mais pas quand même dire rien sur ce qu'on pense sur le contenu. C'est-à-dire qu'en gros, moi, si j'étais candidate à la constituante, on pourrait faire une liste ensemble avec la camarade, là. Et puis, moi, je dirais, par exemple, moi, je suis pour l'abolition du président de la République. Bon, je sais pas si on pourrait être sur la même liste, j'en sais rien. Et je dirais ça. Mais au-delà de ça, il y a des choses plus importantes, je pense qu'on pourrait dire. Le droit à un écosystème viable pour l'humanité. Droit fondamental, qui est pas exactement la même chose que la règle verte. Moi, je trouve que la règle verte, ça s'est un peu perdu, on comprend pas trop ce que c'est. Mais un droit fondamental à un écosystème viable pour l'être humain. Et ben ça, moi, je suis pour, si je vais à la constituante, je vais me battre pour ça, pour que ce soit dans les tout premiers articles. Et après, il y en a un autre, il va arriver, il va dire, mais moi, je trouve que ce qui est très important, c'est le statut de la presse. L'autre, il va dire, c'est la neutralité du web. Parce que si on n'a pas tous accès, un égal accès au flux d'informations dans le web, ben, on peut pas être libre. Et puis d'autres vont dire, comment? La question de l'égalité entre hommes et femmes, la question de la libre disposition de son corps pour l'avortement, la question du droit à mourir dans la dignité, la laïcité, enfin, que sais-je. Donc, en avançant, il y a du contenu qui se fait. Il y a un contenu qui se fait. Mais ça, il faut veiller à être dans le bon rythme. Il me semble quand même que cette histoire de 6e République, et c'est la difficulté, on le sent d'ailleurs dans la discussion avec toi François, c'est que c'est quand même très marqué mélenchoniste. Et on a besoin pour gagner, pas de fabriquer des militants pour la 6e. On a besoin de fabriquer des gens qui ont envie de faire une constituante. C'est un peu différent. C'est-à-dire que ce que tu disais toi sur cette excitation, qui est au cœur à mon avis de ce qu'il faut faire, ben cette excitation, c'est une excitation pour constituer. Pas une excitation pour soutenir le parti qui est pour la 6e. C'est pas exactement la même chose. Donc je pense que c'est un peu le moment, alors qu'on a beaucoup parlé de 6e, c'est-à-dire ce mot RIC, il nous convoque pour dire, attention, on peut avoir la même idée, la même aspiration avec un autre terme qui soit pas 6e République. Donc il faut pas être trop figé sur des choses qui sont très marquées de la mouvance mélenchoniste. Et je pense que ce qui fait plus consensus, c'est cette idée de dire, nous allons sortir de l'enfance démocratique pour être le souverain
avec une constituante et déjà, voyons qui est d'accord avec ça. Et on sera surpris. Parce que par exemple, le gars de droite, qui avant votait toujours avait un candidat au second tour. Lui, ça lui allait bien la 5e République. C'est-à-dire au premier tour, bon, il y avait toutes les petites listes. Au deuxième tour, il avait toujours son candidat. Donc il était content. Des fois il perdait, des fois il gagnait, des fois bon c'était le PS, des fois c'était l'UMP. Bon un coup ça gagne, un coup ça gagne pas, mais il était d'accord avec le système. Maintenant ce mec-là, ça fait plusieurs élections qu'il n'y a plus de candidat au deuxième tour. Donc lui il commence à dire mais c'est quoi ce système de merde? Il est extrême gauchisé en quelque sorte. Donc il y a de plus en plus de gens dans la société qui avant étaient insérés, qui croyaient dans le système et qui s'aperçoivent qu'ils sont totalement marginalisés. Et c'est pas les extrêmes, c'est pas voilà, c'est pas les gens qui sempiternellement n'ont jamais de candidat au deuxième tour. Ce sont des gens qui étaient très insérés dans le système. Et ben ces gens-là, je suis sûre qu'on peut les amener pour la constituante. On ne sera pas d'accord à la fin sur ce qu'il faut faire. Moi, je suis pour limiter, par exemple, le droit de propriété. Donc, je veux dire, les mecs, ils seront peut-être pas d'accord, mais ils seront d'accord avec moi pour dire ça va pas là, ce truc à 2 tours où les deux mouvements qui à eux deux sont pas capables de dépasser 10% des inscrits chacun, parce que c'est ça le score réel de En Marche et du Front National aux européennes. Il n'y en a pas un seul qui dépasse 10% des inscrits. Et on est 80% de connards à se retrouver à regarder un match entre deux mecs qui représentent plus que 19% des Français. Donc à un moment donné, est-ce que les 80 autres, on va se mettre d'accord malgré nos divergences fondamentales qui relèvent de la lutte de classe, pour au moins ouvrir cette période de délibération constitutionnelle qui nous permettra ensuite de se foutre sur la gueule sur la répartition des richesses. Vous évoquiez à un moment le fait d'avoir de rendre le vote obligatoire. Je pense que le pendant de cette obligation, ce serait que le vote blanc, effectivement, compte. Et qu'effectivement, on puisse éliminer les 10% de chaque côté qui prétendent représenter tout le monde et avoir le pouvoir alors qu'ils ne représentent même pas 10% de la population. Ça veut dire aussi une proportionnelle intégrale. Ça veut dire un certain nombre de choses comme ça. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète malgré tout, c'est que vous évoquez les présidentielles et que on voit bien que dans le système actuel, ça reste compliqué de gagner aux présidentielles parce qu'effectivement, le format médiatique, enfin la manière dont fonctionnent et sont financés les médias, fait qu'il y a une prime effectivement à celui qui va servir le système des 1%. C'est ce qui s'est passé avec l'élection de Macron. Donc comment est-ce qu'on peut contourner ça? C'est la grande question. Et on est arrivé au temps, puisqu'il faut rendre la salle à 17h30. Je vous propose de laisser la possibilité à François Boulot de faire prendre la parole une dernière fois pour parce qu'il en avait envie. Et après, on terminera avec Jérôme. Et juste pour répondre à votre question, comment on fait pour les présidentielles? Et malheureusement, on parle des présidentielles. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a qu'une élection qui compte dans le pays, ce sont les présidentielles. C'est comme ça, malheureusement. Et après, comment on fait? Justement, moi, je pense qu'il faut composer entre une critique radicale sur les idées, mais il faut quand même avoir des éléments qui rassurent. Il faut créer une alternative positive, que les gens puissent s'y projeter et puis qu'ils puissent se dire bon, c'est pas non plus un bouleversement total dans ma vie au quotidien, je vais juste vivre mieux, ce sera mieux et je pourrai décider, etc. Mais il faut éviter du coup tous les grands mots qui pourraient faire peur, parce que effectivement les médias travaillent, ils vont vous prendre un tout petit élément qui fait peur et ils vont vous le grossir au maximum, hein. Je sais quand même pas devant cette assemblée que je vais développer les méthodes médiatiques pour diaboliser des idées et les personnes qui les incarnent. Merci beaucoup, merci Jérôme, merci François. Encore une fois, vraiment, je vous demande de les applaudir très fort parce que vous ne pouvez pas savoir le plaisir et l'honneur que ça nous fait de passer ce temps avec vous. Vous avez joué le jeu à fond. C'était extrêmement stimulant cette conversation. Pour moi, j'espère pour tout le monde, je suis un peu déçue sur le temps de débat que la salle, c'était un peu trop court. Mais donc ça veut dire qu'il faudra continuer cette conversation, la continuer chez vous, partout, dans tous les contextes où vous êtes. Et j'y crois beaucoup et encore une fois, merci beaucoup. Une dernière chose, n'oubliez pas, on porte peut-être pas tous le même maillot, mais il faut qu'on transpire ensemble, c'est tout.